Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de nous donner l'occasion de présenter ces travaux qui sont le fruit d'une collaboration entre l'Institut des matériaux poreux de Paris et le Centre de recherche sur la conservation au Muséum national d'histoire naturelle. La qualité de l'air est devenue une préoccupation majeure dans nos environnements urbains et une question de santé publique. C'est également un souci ancien pour la conservation des biens culturels. Dès le XIXe siècle, les scientifiques furent appelés au chevet des œuvres qui présentaient des altérations avancées. En 1850, Faraday dénonçait l'empoussièrement excessif des œuvres de la National Gallery de Londres et on notait que des pigments de peinture, jadis stables, n'étaient plus utilisables dans les villes modernes à cause de la pollution. Même les reliures en cuir des livres semblaient affectées. Ce problème ne fit que s'amplifier au XXe siècle. Alors, pour éviter les altérations dues aux polluants urbains et également mettre les œuvres hors de portée du public pour les plus fragiles, on les a protégées par des cadres, des vitrines, des conditionnements adaptés. C'est alors que d'autres problèmes tout aussi inquiétants sont apparus. En effet, les matériaux utilisés pour réaliser ces vitrines, ces armoires, mais également les objets eux-mêmes, libèrent des émanations qui s'accumulent dans un espace clos et peuvent être à l'origine d'altérations. On a constaté des efflorescences à la surface des coquilles, à la surface des perles ou des métaux comme le plomb, le cuivre, l'étain et la ternissure d'objets en argent. Ces altérations, parfois spectaculaires, peuvent être détectées visuellement et leur progression est perceptible à l'œil nu. En revanche, pour d'autres objets, ces altérations ne sont apparentes que lorsqu'il est trop tard pour agir. C'est le cas par exemple pour des polymères naturels comme la cellulose ou des matières plastiques qui s'hydrolysent de façon imperceptible et cette hydrolyse génère à son tour d'autres acides et la dégradation va en s'amplifiant. Les objets produisent des polluants qui contaminent les œuvres aux alentours. Et parmi les cas les plus préoccupants et souvent les plus spectaculaires, les scientifiques de la conservation s'intéressent en particulier à l'acétate de cellulose. L'acétate de cellulose a été largement appliqué à la réalisation d'objets usuels comme les lunettes, des objets décoratifs, des œuvres d'art, mais aussi des films photographiques et cinématographiques. Or, l'acétate de cellulose se décompose après une trentaine d'années. C'est ce que les archives photographiques et cinématographiques ont eu au fait de désigner par le syndrome du vinaigre, en raison de la forte odeur d'acide acétique qui en résulte et qui vous prend dès que l'on ouvre une boîte de film. Mais l'acide acétique n'est pas le seul composé émis. Il y a une multitude d'autres composés organiques volatiles et nous avons pu analyser en temps réel les émanations d'une quarantaine de films cinématographiques datant des années 1970 à 1990 et conservés au service des archives du film. La technique utilisée est extrêmement sensible, c'est le PTRMS, et les résultats sont édifiants. On détecte ainsi plus d'une centaine de composés volatiles émis par un film en acétate de cellulose avec un taux d'émission qui peut atteindre quelques grammes par mois, ce qui est considérable. Alors, outre l'acide acétique, on trouve en abondance du butanol, de l'acétone, de l'acétaldéhyde, du méthanol, de l'acide propanoïque, de l'acide formique, etc. Alors, pour éviter une accumulation de ces composés dangereuses, aussi bien pour les œuvres que pour les personnes, il faut purifier l'air. Le purifier soit en ventilant le lieu de stockage avec de l'air frais, soit en piégeant ces composés sur des matériaux poreux. Alors les plus couramment utilisés, ce sont les charbons actifs et les éolites. Alors le charbon actif est peu onéreux, il offre un large spectre de capture. Toutefois, cette capture n'est souvent que temporaire et certains composés adsorbés peuvent être libérés selon les conditions environnementales. Dans les années 1990, les sociétés Kodak et Fuji ont fait la promotion de l'usage des éolites pour la conservation des films cinématographiques en acétate de cellulose. Alors les éolites, ce sont des aluminosilicates d'origine naturelle ou artificielle qui sont poreuses et qui peuvent piéger dans leur pore l'acide acétique. Malheureusement, on a rapidement constaté que ces éolites avaient plus d'affinité pour l'eau
que pour l'acide acétique. Et les bienfaits constatés en matière de conservation, car il y avait une amélioration, résultaient surtout d'un abaissement de l'humidité et non du piégeage des acides. Depuis une vingtaine d'années, les scientifiques, et en particulier mon collègue Christian Serre, se sont passionnés pour un nouveau type de composés synthétiques dans lesquels ils placent beaucoup d'espoir, que ce soit pour le traitement de l'air, la séparation des gaz ou pour la biomédecine. Il s'agit des MOF, c'est-à-dire les Metal Organic Frameworks, ce que l'on pourrait traduire par des composés à charpente organométallique. On les produit au laboratoire par assemblage d'une molécule organique et d'un ion métallique, que ce soit du zirconium, de l'aluminium, du fer, du cuivre, du zinc, etc. Alors, cela relève un peu du jeu de construction car on synthétise ainsi des composés cristallisés extrêmement poreux dont on peut décider de la taille des pores et des propriétés en fonction des molécules que l'on souhaite piéger, confiner ou même filtrer. Dans le cadre d'un projet européen intitulé Nemosine, différents MOF ont été synthétisés et évalués pour le piégeage de l'acide acétique. Et finalement, le MOF intitulé 1100 a été identifié comme un candidat particulièrement performant. Ce composé, le 1100, présente de nombreux avantages. Il est bon marché, on peut le produire par une synthèse verte à température ambiante. L'acide acétique s'absorbe solidement sur les sites métalliques du MOF et il y a donc peu de risque de relargage. Les tests indiquent que le 1100 est plus performant que les éolites et les charbons actifs. Et non seulement pour l'acide acétique, mais également l'acide formique, l'acide propionique, l'acétaldéhyde, etc. Bref, un grand nombre des composés qui ont été identifiés dans les vitrines de musées, les armoires et les boîtes de films. Les qualités de ce MOF ouvrent d'excellentes perspectives pour la préservation des biens culturels dans les musées, les archives ou les bibliothèques, mais il présente également un intérêt pour la qualité de l'air domestique dans les habitats urbains, que ce soit les appartements, les maisons ou même dans les habitacles de voitures. Il restait cependant un point délicat à résoudre afin de permettre une utilisation aisée, et c'est celui de sa mise en forme. En effet, les MOF se présentent après leur synthèse sous forme de poudre et il nous fallait donc les conditionner dans une forme plus aisément manipulable dans les institutions patrimoniales. Nous avons donc proposé au laboratoire une solution alternative plus adaptée qui consiste à incorporer ces MOF dans des feuilles de papier. Les feuilles sont plus faciles à manipuler, à stocker, à adapter à un format de boîte. On peut les découper pour recouvrir une surface d'étagère ou le fond d'une vitrine. Toutefois, introduire une grande quantité de MOF dans une feuille de papier n'est pas une chose aisée, car au-delà d'une certaine quantité, la feuille devient extrêmement fragile et cassante. Nous sommes parvenus à préparer des feuilles contenant 75% de MOF en utilisant de la nanocellulose. La nanocellulose va se disperser entre les particules de MOF et assurer une meilleure cohésion de l'ensemble des constituants de la feuille. Les premières tentatives de fabrication de feuilles A4 ont été réalisées avec le concours des restaurateurs grâce aux équipements des Archives nationales à Pierrefitte. Ces feuilles ont été testées avec succès pour leur aptitude à piéger divers polluants. Nous avons également évalué la compatibilité pour le stockage des matériaux photographiques afin de s'assurer qu'il n'y avait aucun risque à long terme. Ces prototypes de feuilles de MOF s'avèrent donc des matériaux innovants à même d'accroître l'espérance de vie des objets sensibles à la qualité de l'air, que ce soit pour un stockage à long terme ou pour des expositions temporaires afin de neutraliser des composés organiques délétères. Pour conclure, je voudrais remercier mes collègues du CRC et de l'IMAP, en particulier les doctorants qui se consacrent à ce sujet, Pierre Tignol et Maria Inés Severino, la Fondation des sciences du patrimoine, la Commission européenne à travers le projet européen Nemosine, l'équipe de restaurateurs des Archives nationales, les Archives françaises du film, l'Institut supérieur technique de l'Université de Lisbonne, en particulier Moïse Pinto et Abir Motar, le ministère de la Culture, le laboratoire des sciences de l'environnement et du climat, l'Institut Lavoisier et la société Weidemann. Je vous remercie de votre attention.